Si j'avais dû m'inquiéter de chaque Allemand engagé dans une carrière d'assassin à l'étranger, j'aurais eu fort à faire. Phrase révélatrice qui provoque des mouvements divers à Nuremberg. La nouvelle est d'autant plus sensationnelle que l'auteur de cet aveu cynique n'a rien du classique soudard nazi. C'est un monsieur, un grand seigneur, le baron Constantin von Neurath, ex-ministre des Affaires étrangères du Reich. Dès le lendemain de la nuit des longs couteaux, Hitler tourne ses regards avides vers les territoires voisins. Dans son esprit, une frontière est, par définition, susceptible d'être déplacée ou même effacée, à son profit, bien entendu. Le 23 juin 1934, la police suisse saisit, sur le lac de Constance, un bateau chargé d'explosifs, des bombes et des munitions en provenance d'Allemagne destinées aux nazis autrichiens. 2 jours plus tard, un véritable coup de tonnerre éclate dans le ciel international. À Vienne, les assassins à l'étranger, dont parlera Neurath, ont tenté un coup d'État. L'entreprise a échoué, mais Engelbert Dollfuss, chancelier d'Autriche, s'est effondré sous leurs balles. Pendant toute la durée de son agonie, les meurtriers restent assis à quelques pas du divan où il perd son sang, à bavarder, à fumer, à se moquer du moribond qui réclame en vain le secours d'un prêtre. À la même heure, Hitler, dans une loge de l'opéra de Bayreuth, s'abandonne à la poésie wagnérienne. L'or du Rhin mériterait certes toute son attention. Cependant, il ne peut écouter que d'une oreille, réservant l'autre au chuchotement de ses adjoints qui le tiennent au courant de l'évolution des événements d'Autriche. Le dernier rapport qu'il lui communique avant la chute finale du rideau est un bulletin de défaite. Le coup d'État tenté par la 89e escouade SS a échoué. Pour compléter le désastre, Mussolini jette de toute urgence des troupes sur la frontière du Brenner afin de concrétiser sa résolution de soutenir l'Autriche contre l'Allemagne nazie. Le Führer était livide, note une petite fille de Wagner qui assistait à la représentation. Hagard, défait, il était effrayant à voir. Bien que l'échec de l'entreprise l'oblige à prendre sur le champ quantité de mesures importantes, il se rend d'abord au restaurant de l'opéra. Hitler. Il faut que je me montre ne serait-ce que pour 1 heure, explique-t-il à son entourage. Autrement les gens vont croire que je suis mêlé à cette terrible histoire. À vrai dire, sa présence au restaurant ne trompe personne. Et 11 ans plus tard, à Nuremberg, l'accusateur britannique, Sir Arthur Shawcross, constatera simplement « Sir Shawcross ». Les preuves réunies au cours de l'instruction démontrent que l'assassinat de Dollfuss fut décidé à Berlin et mis au point par Hitler environ 6 semaines avant la date fixée pour l'exécution. Donc, en 1934, la première tentative d'un Anschluss forcé a tourné court. Et avec elle, la première tentative d'étendre le pouvoir hitlérien au-delà des frontières du Reich. En revanche, le monde entier connaît à présent les procédés de la politique étrangère hitlérienne. Procédés qui ne changeront plus que par la forme, le fond restant le même. Un homme averti en vaut 2, affirme le dicton. Malheureusement, pendant la période allant de 1934 à la guerre, il ne s'est guère vérifié en ce qui concerne les nations démocratiques, ni même pour l'Union soviétique, pourtant soupçonneuse de nature. Quelle est la situation de l'Autriche en cette année 1934 ? À la tête du gouvernement, un homme dont l'ambition et l'énergie contrastent singulièrement avec sa petite taille. Lilliputien surnommé Mili Metternich, Dollfuss est assez fin pour s'amuser des plaisanteries plus ou moins innocentes dont l'accablent ses compatriotes. Il ne manque certes ni d'envergure ni d'adresse, mais il ne réussira pas pour autant à résoudre les problèmes de son époque. Peut-être dans un pays aussi exigu, aussi mal équilibré que l'Autriche, 6 millions d'habitants dont 2 millions concentrés dans la capitale, ces problèmes étaient-ils insolubles. Bien que chef du parti chrétien-démocrate, Dollfuss règne en dictateur. Il prend même des leçons de totalitarisme chez son grand frère Benito Mussolini. À plusieurs reprises, il rencontre le Duce pour lui demander conseil. Or, en 1934, Mussolini, loin d'être l'ami et l'associé de Hitler, redoute encore une extension de la puissance allemande. À telle enseigne qu'il déclare à Dollfuss son intention de libérer les populations de l'espace danubien, opprimées par la race germanique. Programme qui laisse Dollfuss indifférent. Il a d'autres soucis, notamment le danger d'être pris en sandwich et écrasé entre l'opposition de droite et celle de gauche.
Pour se maintenir, il va écouter les conseils de Rome. En février 1934, prenant prétexte d'une menace de grève que brandissent les syndicats socialistes, il fait tirer au canon sur les magnifiques groupes d'habitation ouvrière. Il interdit le Parti socialiste et le Parti nazi au bénéfice de la démocratie chrétienne et de son organisation paramilitaire, le Front patriotique. Et il s'engage, fatalement, irrémédiablement, dans la voie que finissent par suivre tous les dictateurs. Il est forcé d'opprimer, de censurer, d'éliminer, et de créer des camps d'internement. Méthodes qui ne sont ni chrétiennes, ni démocrates, mais tellement commodes, tellement efficaces. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, les nouveaux maîtres s'interrogent. Hitler est perplexe. S'il veut annexer l'Autriche par un Anschluss plus ou moins spontané, il désire en même temps une étroite entente avec l'Italie. C'est pourquoi il déclare avec force qu'il ne touchera pas à l'indépendance de l'Autriche. Voilà de quoi rassurer Mussolini. D'un autre côté, cependant, il reste persuadé que même sans son intervention, la crise intérieure de l'Autriche aboutira à une révolution nationale socialiste. Au besoin, si les événements ne se déclenchent pas assez vite, on donnera un coup de pouce. C'est dans ce sens que Sieur Habicht, chef du parti nazi autrichien, obtient le feu vert pour une entreprise de sape et de terrorisme. Au procès de Nuremberg, Göring admettra franchement ces menées par personne interposée. Göring. De toute évidence, l'avènement des nationaux socialistes en Allemagne devait entraîner un accroissement du Parti national-socialiste en Autriche. D'où une tension intérieure dans ce petit pays, tension qui allait bientôt se traduire par une lutte ouverte. Nos sympathies allaient naturellement aux nationaux socialistes, d'autant plus qu'ils étaient en butte à de graves persécutions. Dollfuss les faisait interner par centaines. Un son de cloche quelque peu différent est donné par une déclaration du diplomate américain George Messersmith, à l'époque consul général à Berlin, plus tard ambassadeur à Vienne. Dans ce texte qu'il fit parvenir au tribunal international, Messersmith relate : quelques jours après la prise de pouvoir par les nazis, plusieurs hauts fonctionnaires allemands me confièrent que le rattachement de l'Autriche était une nécessité politique comme économique et que ce rattachement aurait lieu d'une manière ou d'une autre. Il restait simplement à décider du quand et du comment. De même, lors de mon séjour en Autriche, le chancelier Dollfuss, le président fédéral Miklas et d'autres personnalités m'entretenaient souvent de la forte pression exercée par l'Allemagne sur le gouvernement autrichien. Cette pression se traduisait d'abord directement par les actes de terrorisme commis par les membres du parti nazi autrichien, parti interdit mais toujours fort actif. Lorsque ces hommes se voyaient sur le point d'être arrêtés, ils se réfugiaient de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. D'autres fanatiques prenaient aussitôt leur place. Ainsi, les attentats ne cessaient pratiquement jamais. Trains qui déraillaient, actes de violence dans les principaux centres touristiques, bombes lancées contre les bâtiments et services de l'Église, qui estimaient les nazis, étaient l'un des principaux facteurs de résistance. En plus, on maintenait une pression indirecte par la menace que constituait la Légion autrichienne. Cette organisation, véritable force militaire de plusieurs milliers d'hommes, était installée en Allemagne, à proximité de la frontière. Composée de nazis autrichiens qui avaient dû s'enfuir de leur pays, elle n'avait évidemment pu se constituer qu'avec la bénédiction de Berlin. C'est dans ce contexte de violence morale et physique, ce climat de chantage scandé d'éclatement de bombes, qu'on arrive à la date fatidique du 25 juillet 1934. Une radieuse journée d'été, sereine, languissante. Au poste du 7e district de police, le commissaire Dobler contemple, songeur, un bout de papier portant ces mots. 12h45, salle de gymnastique, 11 ruelle des 7 étoiles, 89e escouade. Le rendez-vous des conjurés. Le commissaire Dobler fait partie du complot. On compte sur lui. Il marchera. À la dernière minute, il décide qu'il ne marchera pas. Un ultime sursaut de conscience le retient au seuil de la trahison. Dobler décroche le téléphone et appelle le Front patriotique, organisation paramilitaire du parti de Dollfuss. Dobler. Une affaire urgente, murmure-t-il dans l'appareil. Je ne puis vous donner mon nom, pour l'instant, mais j'appartiens à la police. D'ici un quart d'heure, j'attendrai votre émissaire devant le café Wegeber.
Le Front patriotique lui délègue un certain Mahrer, homme sûr et énergique. Dans un coin du café, Dobler lui révèle l'incroyable nouvelle. Dobler. Les nazis projettent pour cet après-midi un attentat contre Dollfuss. Il faut l'avertir, à tout prix. Mahrer, épouvanté, garde néanmoins son sang-froid. Par un heureux hasard, il a remarqué, en traversant la salle, un de ses amis, l'ancien capitaine de cavalerie Mayer. À présent, l'ex-officier joue un rôle de premier plan dans le Front patriotique. Mais surtout, il entretient d'excellentes relations avec les milieux gouvernementaux. Un homme utile. Mahrer se lève et l'invite à sa table. Puis, Dobler raconte pour la seconde fois sa fantastique histoire. À peine a-t-il terminé que Mayer s'enferme dans la cabine téléphonique pour appeler le second personnage du cabinet, le commandant Fay, secrétaire commissaire d'État, en somme ministre de l'Intérieur. Comme Mayer n'ose parler ouvertement, Fay propose de lui envoyer l'un de ses collaborateurs. Comme lieu de rencontre, on convient d'un autre café. Ce qui est bien dans les habitudes des Viennois. Dans cette ville aimable et nonchalante, les affaires les plus importantes, les plus secrètes, se traitent au café. Malheureusement, on va perdre un temps précieux. Il faut attendre l'arrivée du collaborateur de Fay, permettre à Dobler de refaire son récit pour la 3e fois. Enfin, le collaborateur du ministre part pour informer son chef. Celui-ci hoche la tête. Il a déjà appris d'une autre source certains faits qui confirment l'imminence de l'attentat. Il lui reste à prévenir Dollfuss. Le petit chancelier vient de réunir un conseil de cabinet. À la veille d'une nouvelle rencontre avec Mussolini, il voudrait auparavant régler les affaires courantes. Fay, sur la pointe des pieds, pénètre dans la salle, se penche vers Dollfuss et, en chuchotant, lui demande un entretien confidentiel. Irrité, Dollfuss se retourne à peine. Dollfuss. Ce n'est sûrement pas urgent à ce point, gronde-t-il. Fay. Extrêmement urgent, monsieur le chancelier. Je vous en prie. Résigné, Dollfuss s'excuse auprès des autres ministres et accompagne Fay dans l'antichambre. Le récit de Fay ne l'impressionne guère. Depuis des mois, les Autrichiens, sous l'impression du terrorisme nazi, parlent plus ou moins ouvertement d'une tentative de coup d'État. À plusieurs reprises, on a signalé des préparatifs. Chaque fois, il s'agissait d'une fausse alerte. Dollfuss. Encore une rumeur sans fondement, ou un bateau qu'on veut nous monter. Fay. Je suis persuadé du contraire, monsieur le chancelier. Cette fois, c'est sérieux. Fay doit insister longuement pour obtenir que Dollfuss prenne un minimum de précautions. En réalité, ces mesures se réduiront à peu de choses. Dollfuss retourne dans la salle de conseil, met les ministres au courant et les prie de regagner leurs bureaux respectifs où ils attendront ses instructions. Dollfuss. Au cas où rien ne se produirait, ajoute-t-il, toujours sceptique, nous nous retrouverons ici à 5 heures de l'après-midi. Ainsi, les intentions des conjurés sont d'avance déjouées sur un point capital. La 89e escouade SS devait, en effet, arrêter tous les membres du gouvernement. D'où le choix de l'heure. L'action sera déclenchée pendant la réunion du cabinet. En revanche, les mesures de police ordonnées par Dollfuss et Fay seront singulièrement timides, tardives, inefficaces. Devant la salle de gymnastique de la ruelle des 7 étoiles, un commissaire arpente le trottoir. Par les fenêtres que les conjurés ont oublié de camoufler, il voit une 50aine d'hommes troquer leurs vêtements civils contre des uniformes autrichiens. Il voit arriver des camions sur lesquels on charge des caisses de munitions. Il assiste à l'embarquement des faux soldats. En réponse à son rapport téléphonique, un haut fonctionnaire promet de mobiliser une poignée d'inspecteurs. En réalité, on ne fera strictement rien. Entre-temps, 2 camions bondés de conjurés approchent déjà de la chancellerie. Un autre roule en direction du bâtiment de la radio. Un 3e détachement, 5 hommes entassés dans une puissante limousine, file en direction du lac de Worth afin de s'assurer de la personne du président fédéral Miklas, qui s'y trouve en villégiature. Le premier groupe arrive sans encombre devant la chancellerie, gardée uniquement par les habituels factionnaires, armés de fusils non chargés. Croyant avoir affaire à des troupes régulières, les gardes s'empressent d'ouvrir le lourd portail. L'horloge indique 12h53. Dans la cour d'honneur, les SS sautent à terre. Après avoir réduit à l'impuissance les quelques policiers de service,
ils se ruent à l'intérieur du bâtiment. Possédant des plans précis du vieux palais de Metternich, ils en occupent rapidement les positions stratégiques. En l'espace de 5 minutes, ils rassemblent les employés, huissiers, garçons de bureau, pour les parquer dans une courette. En même temps, ils bouclent le bâtiment vers l'extérieur afin d'être à l'abri de toute surprise. Puis le noyau du groupe, 8 vétérans de combat de rue et attentats à la bombe, fonce à travers couloirs et escaliers jusqu'aux services centraux, où ils espèrent trouver le chancelier. Dollfuss se tient alors dans la célèbre salle des colonnes qui fut jadis le cadre du congrès de Vienne. Il discute avec le commandant Fey et le sous-secrétaire d'État Karwinski, directeur de la sécurité. En entendant le vacarme, les cris, les bruits de bottes, il se rend compte que, cette fois, l'alerte est sérieuse. Karwinski lui prend le bras et essaie de l'entraîner. Karwinski. « Montons au 3e étage, monsieur le chancelier. Vous y serez plus en sûreté. » Déconcerté, Dollfuss se laisse faire. Mais à peine les deux hommes ont-ils fait quelques pas qu'ils se heurtent à un certain Edvisek, vieux serviteur, dont le dévouement au chancelier ne peut faire l'ombre d'un doute. Edvisek. « Non, Excellence, pas par là. Venez avec moi. Je vous ferai passer par une porte dérobée qui donne sur les archives. Vous n'aurez plus qu'à descendre et gagner la rue. » Dollfuss hésite. Durant quelques instants, le trio va jouer une pantomime grotesque. Un petit bout d'homme, tiraillé entre l'important Karwinski qui ne lui a pas lâché le bras et l'humble Edvisek qui lui a saisi l'autre. Tout près, dans un escalier en colimaçon, les bottes des assassins résonnent sur les marches de fer. Dollfuss s'est enfin décidé. Il prendra le chemin indiqué par Edvisek. En courant, les 3 hommes atteignent la porte dérobée. Le battant refuse de bouger. La porte est fermée à clé. Et cette clé, introuvable. Affolés, ils font demi-tour juste à temps pour voir s'ouvrir, de l'autre côté du couloir, la porte de l'escalier en colimaçon. Voici les tueurs. Le premier, un certain Planeta, arme son revolver et s'avance vers Dollfuss. Celui-ci lève à moitié les mains, peut-être pour se protéger le visage, peut-être pour faire sauter l'arme des mains du meurtrier. Alors, Planeta s'immobilise à tout au plus 50 cm et tire. Dollfuss, touché sous l'aisselle, titube mais reste debout. Une seconde balle lui traverse la gorge. Sous le choc, le chancelier pivote et s'abat à la renverse. « Au secours !» râle-t-il. « Debout !» hurle Planeta. « Je ne peux pas !» murmure le blessé, avant de perdre connaissance. 2 des conjurés le soulèvent pour le déposer sur un étroit divan. Planeta ramasse une housse à meubles et la lui lance sur le visage. Pour l'instant, on ne s'occupe plus de lui. L'horloge du palais indique 13 heures précises. Pendant ce temps, le second groupe est parvenu au bâtiment de la radio. Les SS brisent les vitres du rez-de-chaussée, abattent un inspecteur de police qui prétend leur barrer le chemin et envahissent les studios d'émission. Les techniciens sont forcés d'interrompre le concert de midi et le speaker, un canon de revolver dans les reins, doit lire le communiqué suivant. Le gouvernement Dollfuss a démissionné. Le docteur Rintelen prend la direction du nouveau cabinet. Le docteur Rintelen, gouverneur et roi sans couronne de la province de Styrie, attend cette annonce avec impatience fébrile. Voilà 1 heure qu'il arpente son salon particulier à l'hôtel impérial devant le poste allumé. Il attendra en vain. La 89e escouade SS avait, en effet, oublié un point essentiel. L'occupation de l'antenne. Le poste émetteur situé en dehors de Vienne, sur le mont Bizam. Or, les ingénieurs du poste restent fidèles au gouvernement. Dès les premiers balbutiements du malheureux speaker, ils ont arrêté l'émission. Grâce à ce simple geste, Rintelen n'entendra rien. Fait plus grave encore, les unités clandestines nazies, en alerte sur l'ensemble du territoire autrichien, ne recevront pas les instructions que la radio devait leur communiquer. Pas d'ordre de rassemblement, pas d'indication de marche. Coupées de tout contact, les troupes hitlériennes sont dans l'impossibilité d'agir. Au ministère de la Guerre, les ministres, libérés par la fin précipitée du conseil de cabinet, ont eu le temps de se concerter. Ils téléphonent au président fédéral Miklas, qui charge Schöchning, ministre de l'Éducation nationale, de la conduite provisoire des affaires. Et Schöchning, fort des pleins pouvoirs que le président lui a accordés,
agira sans tarder. Il y aura bien, dans quelques localités, des escarmouches désordonnées, mais partout l'armée finira par l'emporter. À Vienne, la troupe réoccupera le bâtiment de la radio après une fusillade de 2 heures. Quant au commando SS chargé de capturer le président Miklas, il sera intercepté bien avant d'être arrivé à pied d'œuvre. En bon autrichien, les SS avaient fait escale dans un grand café de Klagenfurt, où la police put les cueillir dans leurs fauteuils. Le coup d'État avait échoué avant même d'avoir pris corps. L'unique bâtiment encore aux mains des conjurés est la chancellerie. Les forces loyales qui l'encerclent n'osent passer à l'attaque, car on craint pour la vie des membres du gouvernement que les nazis retiennent prisonniers. Les insurgés n'en sont pas moins dans une situation désespérée. Fait curieux, ni le véritable chef de putsch, ni le responsable militaire ne se trouvent avec eux. Un retard mystérieux les a empêchés d'arriver à temps pour participer à l'entreprise. Quant au docteur Rintelen, qui devait former le nouveau gouvernement, il n'apparaîtra pas davantage. Et pour cause, arrêté dans son appartement de l'hôtel impérial, il se logera le soir même, une balle dans la tête. Il en réchappera, mais jusqu'à la fin de sa vie, en 1946, il restera paralysé. Les tueurs enfermés dans la chancellerie ne disposent que d'un seul atout. Les otages Dollfuss, Fey et Karwinski. Seulement, cet atout, ils ne savent comment s'en servir. Complètement désemparés, ils ne voient qu'une solution, demander conseil au commandant Fey. Par la suite, l'attitude de Fey sera approuvée par un jury d'honneur composé d'officiers supérieurs. Les militaires admettront, assez bizarrement il faut bien le dire, qu'il a agi sous la menace des revolvers. Pour l'instant, cependant, son comportement paraît plutôt ambigu. Pour commencer, il décroche le téléphone pour se mettre en rapport avec le gouvernement provisoire de Schuschnigg. Puis, sur la demande des insurgés, il rédige sur une simple feuille de papier une note déclarant en substance que Dollfuss veut éviter toute effusion de sang, qu'en conséquence, Rintelen doit devenir chancelier et que lui-même, le commandant Fey, prend le commandement de la police et de l'armée. Il confie ce message à un garçon de bureau que les insurgés laissent sortir du palais. Bien entendu, Schuschnigg et ses ministres refusent de tenir compte d'un texte manifestement extorqué par la force brutale. Et comme il faut en finir, ils chargent leur collègue Stürmer, ministre des Affaires sociales, de se rendre devant la chancellerie afin de transmettre aux insurgés l'ultimatum du gouvernement légitime. Ou bien ils se rendront immédiatement, ou bien la troupe donnera l'assaut au palais. Dollfuss, lui, gît toujours sur le divan. L'un des SS, afin de le surveiller plus commodément, s'est installé dans son fauteuil, derrière sa table de travail. Magnanime, il a autorisé 2 autres prisonniers, un brigadier de police et un employé de bureau, à s'occuper du blessé. En lui appliquant des linges humides sur le visage, ils parviennent à le ranimer. Dollfuss. « Qu'a-t-on fait à mes ministres » murmure-t-il d'une voix imperceptible. En apprenant que Fey et Karwinski sont indemnes, il paraît rassuré. Pourtant, son état est alarmant. Paralysé, très affaibli, il sent certainement que sa fin est proche. Mais sa prière d'appeler un médecin et un prêtre se heurte au refus catégorique des SS. En fait de soins, Dollfuss n'aura droit qu'à un tampon de coton hydrophile posé sur la plaie béante du cou. Pansement sommaire qui ne saurait évidemment arrêter l'hémorragie interne. Dollfuss. « J'ai soif, gémit-il. De l'eau, par pitié !» Le policier prisonnier, n'osant lui donner à boire, ne peut que lui humecter les lèvres. Un peu plus tard, le blessé demande à s'entretenir avec le chef des SS. Celui-ci, un certain Hudel, arrive en courant et se penche sur le moribond. Hudel. « Vous voulez me parler, monsieur le chancelier ?» dit-il avec une déférence inattendue. « Quel malheur que vous vous soyez défendu. Nous n'avions pas l'intention de vous faire du mal. » Dollfuss balbutiant. « Trop tard. Inutile. Je tiendrai plus longtemps. Il faut que je puisse parler à Schuschnigg. » Hudel a déjà retrouvé sa morgue de soudard professionnel. Hudel. « On s'en moque, coupe-t-il. Vous allez donner l'ordre de renoncer à toute action militaire contre la chancellerie et de confier immédiatement le gouvernement à Rintelen. » Même au seuil de la mort, Dollfuss refuse de céder.
il ne se fera pas le complice d'une bande d'assassins. Dollfus. Je ne peux pas. Je ne m'inclinerai pas. Un médecin, pour l'amour du ciel. Udel. J'ai déjà fait le nécessaire. On l'attend d'une minute à l'autre, affirme Udel, qui n'est pas un mensonge près. Dollfus sent ses dernières forces l'abandonner. D'une voix toujours plus faible, il réclame le commandant Fey. Les SS vont le chercher dans une pièce voisine et l'amènent près du divan. Fey, pour comprendre les paroles de l'agonisant, est obligé de se baisser jusqu'à placer l'oreille contre les lèvres du petit chancelier. Dollfus. Vous direz à ma femme, souffle Dollfus. Vous demanderez à Mussolini. Il m'avait promis de veiller sur mes enfants. Fey est trop ému pour répondre. Soudain, le mourant rouvre les yeux. Un sourire très doux transfigure son visage livide. Dollfus. Pourquoi tout cela ? Murmure-t-il d'une voix bien plus nette. Je n'ai jamais voulu que la paix, le bien-être de tous. Je n'ai jamais attaqué personne. Nous étions toujours forcés de nous défendre. Que Dieu vous pardonne. Un dernier spasme, le sourire s'efface, le regard se brise. Au-dessus de la porte, la grande horloge marque 15h45. Tard dans l'après-midi, le ministre Stormer se présente enfin devant la chancellerie et réclame le commandant Fey. Celui-ci apparaît au balcon entre deux SS. De la chaussée au balcon va s'engager une discussion où l'odieux le dispute au grotesque. Fey. Où est Rintelon ? Stormer. Si la chancellerie n'est pas évacuée d'ici 10 minutes, nous donnons l'assaut. Fey. J'interdis toute attaque. Stormer. Tu n'as rien à interdire, tu es prisonnier. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais, un SS téléphone à l'ambassade d'Allemagne pour annoncer l'échec du coup d'État. L'ambassadeur, son Excellence le docteur Riette, saute en voiture et fonce vers la chancellerie afin d'intervenir en faveur des conjurés. Il arrive au moment où les négociations touchent à leur fin. Afin de sauver les otages, Stormer accepte d'accorder aux conjurés un sauf-conduit jusqu'à la frontière allemande. Il engage même son honneur de soldat. À quelques pas de lui, l'ambassadeur d'Allemagne s'extirpe de sa rutilante Mercedes. Riette. Une histoire folle, absolument folle, déclare-t-il, en guise d'entrée en matière, à l'adresse d'un haut fonctionnaire autrichien. Le haut fonctionnaire. Vous trouvez, Excellence ? Franchement, je m'étonne de ce commentaire. Un peu cavalier, non ? En tout cas, nous savons déjà que les responsables du sang versé aujourd'hui doivent être recherchés au-delà de nos frontières. Gêné, l'ambassadeur s'avance vers le ministre pour lui offrir ses bons offices. Là encore, il ne récolte qu'une brutale rebuffade. Le haut fonctionnaire. Ces événements, et la suite qu'il convient de leur donner, sont une affaire purement autrichienne. D'ailleurs, il me semble que vous auriez tort de vous afficher avec des rebelles. Perplexe, l'ambassadeur se réfugie dans son arrogance prussienne. Riette. Dans ces conditions, je ne vois pas ce que je ferai ici. Enfin, à 19h30, les conjurés se rendent, et la troupe peut occuper le palais. Presque aussitôt, on découvre le corps de Dollfus. Blême de colère, Stormer, revenant sur sa promesse, ordonne de conduire les SS non à la frontière allemande, mais en prison. Stormer. Il est exact que j'avais donné ma parole de soldat, déclara-t-il au procès. Mais un tel engagement ne vaut qu'envers un autre soldat. Je laisse au tribunal le soin de décider si l'on peut reconnaître la qualité de soldat à des hommes qui refusent à un mourant le secours d'un médecin et l'assistance d'un prêtre. Tous les accusés seront condamnés à mort, à l'exception de Hödel, ex-lieutenant de l'armée austro-hongroise, titulaire de nombreuses décorations. Le chef du commando SS s'en tirera avec les travaux forcés à perpétuité. En réalité, il ne fera que 4 ans. En 1938, l'Anschluss transformera le tueur en héros. Planeta, l'homme qui a tiré les 2 balles sur Dollfus, marchera vers le gibet en criant « Heil Hitler ». Il ignore que son cher Hitler a précipitamment battu en retraite. Présentant ses hommes de main comme des éléments douteux, éternellement mécontents, il nie tout rapport avec l'attentat
et pousse l'hypocrisie jusqu'à exprimer ses regrets. À la dernière minute, la Reichswehr et les SS allemands freinent la Légion autrichienne qui fait déjà mouvement vers la frontière. Goebbels, de son côté, a dépêché des émissaires dans les rédactions afin de retirer les communiqués rédigés d'avance et qui devaient annoncer le succès du coup d'État. Quant à l'ambassadeur Riet, irrémédiablement compromis, il devra céder sa belle résidence viennoise à von Papen. Il est vrai que cette reculade ne trompe personne. D'ailleurs, 4 ans plus tard, dans Vienne bruissant de 1000 drapeaux à croix gammée, les survivants de la conjuration défileront au pas de loi. Des dignitaires nazis inaugureront des plaques commémoratives. Comme devait le constater à Nuremberg l'accusateur Sidney Alderman, l'Anschluss réalisé, l'Allemagne hitlérienne revendiqua fièrement l'assassinat de Dollfuss. L'idée, l'exécution et la responsabilité.